revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. À la une ce matin, un concours de superlatifs. Oui, c'est vrai que les gazettes sportives nous ont habitués aux grands mots, que l'on a l'impression d'avoir vécu bien des matchs qualifiés d'historiques et oubliés 8 jours plus tard. Mais, a priori, il s'est quand même passé quelque chose d'exceptionnel hier, à l'occasion de la finale de Roland-Garros. Légendaire, écrit Éric Brunat dans Le Parisien aujourd'hui en France. Roland-Garros a vécu l'un des plus grands moments de l'histoire du tennis, écrit-il. Grand et long moment. 5h29 de légende, titre l'équipe au-dessous d'une immense photo des deux finalistes se faisant la collade. Inutile de convoquer les belles phrases et les grands mots, écrit David Loriot dans ses colonnes. Ils ne suffiront pas à compter ce que Paris a vécu hier sur le Central. Et pourtant, des belles phrases et des grands mots, mon confrère n'en est pas avare ce matin. Ce dimanche 8 juin, c'est l'histoire qui s'est écrite sur Terre. Souvent le temps déforme et disperse la réalité, mais avec cette finale, c'est la légende que l'on a imprimée pour l'éternité. Et l'équipe revient donc sur le fil de cette finale, la plus longue de l'histoire de la Porte d'Auteuil, une histoire insensée, un match qui bascule dans l'irrationnel, la bravoure, le génie, le mythique. Bon, il a quand même fallu attendre le 4e set. Jusque-là, reconnaît-il, on était resté un peu sur notre faim. Et puis il y a donc eu le tournant, le fameux tournant du match sans lequel aucune dramaturgie sportive ne serait possible. Ces 3 balles de match sauvées par l'Espagnol et ce renversement dans une sorte de frénésie générale, de grâce divine, tout devenait fou. Les loges étaient debout, Spike Lee, Clovis Cornillac, Pierre Ninet, le grand cinéma se levait, écrit-il, emporté par son élan. Alcaraz et Sinner ouvraient les portes du nouveau monde, nettoyaient la terre au chiffon de lumière. Fermez les guillemets, oui, nettoyer la terre au chiffon de lumière. Désormais, et pour toujours, conclut le journaliste de l'équipe, on se souviendra de ce 8 juin 2025. Une autre date maintenant qui reste dans la mémoire de la presse. 9 juin 2024. Il y a pile un an, rappelle le Figaro, Emmanuel Macron, dans la foulée d'élections européennes catastrophiques pour son camp, annonçait à la surprise générale ceci. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et un an après, pas de quoi nettoyer le gravier de l'Élysée au chiffon de lumière. La France reste ingouvernable, titre le journal, avec une Assemblée nationale fragmentée et un bloc central à la merci d'une censure. La dissolution a fragilisé le camp présidentiel. Alors, depuis un an, les commentateurs ont eu tout le loisir de raconter tout le mal qu'avait fait cette dissolution au pays. Mais le plus stupéfiant, un an après, c'est que devant ce champ de ruines, Emmanuel Macron reste droit dans ses bottes, toujours persuadé d'avoir pris la bonne décision, raconte Louis aux Alters. Pendant toute l'année qui s'est écoulée, absolument personne n'a vu Emmanuel Macron rongé par le remords. Et dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on confirme que cette certitude du chef de l'État d'avoir eu raison contre tout le monde. Lors de ses vœux du Nouvel An, il déclarait quand même du bout des lèvres « Je dois bien reconnaître que la dissolution a apporté, pour le moment, davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Mais si tout est dans le pour le moment, expliquent ses proches, qui décrivent un président persuadé que l'avenir lui donnera raison. En attendant, Emmanuel Macron est bien seul à défendre cette dissolution. Oui, parce que les Français sont sévères. 66% d'entre eux estiment que c'était une mauvaise décision. Sondage Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro. Et 67% estiment que le chef de l'État en sort affaibli. Et pourtant, Emmanuel Macron continue à faire comme si de rien n'était, continue à faire comme s'il avait encore la plénitude de ses pouvoirs. « Je ne suis pas content », a-t-il effectivement déclaré. Vos journaux reviennent sur ses propos dans la presse régionale ce week-end, après l'annonce de la suspension du dispositif MaPrimeRénov'. « J'attends des acteurs du gouvernement qu'on maintienne cette politique », a ordonné le président de la République. « Je ne suis pas content de ce que j'ai pu voir ces derniers jours. » Eh bien, résultat, ceci. Oui, rien. Dans un quinquennat normal, une telle colère présidentielle aurait été immédiatement suivie d'actes politiques, explique Thomas Soulier du Parisien aujourd'hui en France. Mais aujourd'hui, le président ne peut plus tout imposer. D'ailleurs, cause toujours tu m'intéresses, malgré cette admonestation élyséenne, le ministre des Finances n'a absolument pas annoncé de recul. Reste qu'Emmanuel Macron est furieux. Cette histoire de MaPrimeRénov' l'a agacé au plus haut point. Il est en toupie, révèle un de ses proches, et objet de son courroux, son Premier ministre, qui, lui, reste imperméable aux coups de pression du président, tout comme au réchauffement climatique. Mais en fait, avec cette interview
Macron a mis une balle à Bayrou, décrypte le même informateur. Il prépare le terrain à un nouveau changement de Premier ministre. Reste à savoir si pour lui nommer un 5e chef de gouvernement en 3 ans renforcerait vraiment son pouvoir, s'il n'accélérerait pas l'entrée de ce quinquennat dans sa phase terminale, ou pour reprendre la terminologie de la seule loi qui restera de cette mandature, s'il ne permettrait pas juste au macronisme de mourir dans la dignité. En attendant, Emmanuel Macron va présider un sommet sur l'océan à partir d'aujourd'hui à Nice. Oui, exercer son magistère sur le monde du silence, cela va probablement le changer. Si vous n'êtes pas persuadé de l'importance de l'enjeu, lisez l'excellente synthèse qu'en fait Nicolas Bavrez dans Le Figaro. La mer nourrit 3 des 8 milliards d'hommes. 60% de l'humanité vit à moins de 20 km de ses côtes, écrit-il. Les océans constituent un enjeu vital pour la sécurité économique, numérique, énergétique et alimentaire des nations, comme pour les ambitions de puissance des empires. Et de rappeler que la célèbre formule de Sir Walter Raleigh au XVIIe siècle n'a jamais été d'autant d'actualité. Qui tient la mer tient le commerce du monde, disait-il. Qui tient le commerce tient la richesse. Qui tient la richesse tient le monde lui-même. Aujourd'hui, les océans demeurent les premiers régulateurs du climat, le plus grand gisement de biodiversité. Ils produisent 70% de l'oxygène, absorbent 90% de la chaleur. Bref, vous l'avez compris, et n'en déplaise à Carlos Alcaraz, mieux vaudrait triompher sur une mer choyée que sur la terre battue. La revue de presse d'Europe 1, signée donc Olivier Delagarde. Merci beaucoup Olivier. 8h52.